L'industrie de la pêche gaspésienne traverse une période tumultueuse, notamment pour la crevette. Face à des défis multiples, comment les acteurs locaux envisagent-ils l'avenir et quelles mesures comptent-ils mettre en place? Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, nous éclaire sur cette situation préoccupante. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la crevette? Bon, c'est sûr que on voit bien en lisant les nouvelles que les gens, les pêcheurs n'arrivent pas à faire leur quota. Est-ce que c'est quelque chose qui était comme prévisible? On pouvait s'y attendre? Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec comme ça des fermetures d'usines? En fait, on se retrouve avec deux gros défis avec deux espèces, la crevette et le turbo. On va commencer avec la crevette, on parlera du turbo ensuite. Dans le cas de la crevette, on voit le déclin depuis environ 5 ans. Les pêcheurs le constataient, les scientifiques le constataient, et en même temps où on voyait les stocks de crevettes diminuer progressivement, on voyait les stocks de sébaste augmenter progressivement. Le sébaste est le plus gros prédateur de la crevette. Donc, ça ne prend pas nécessairement un doctorat en sciences halieutiques pour comprendre que quand le prédateur prend de l'ampleur puis que la proie diminue d'ampleur, parce qu'il y a un lien assez direct entre les deux. Ceci dit, il n'y a pas eu d'ouverture de quotas de pêche au sébaste. La raison principale évoquée par Pêche et Océan était la grosseur du poisson, qui n'était pas rendu à sa grandeur mature, selon les scientifiques. Sauf qu'il y a un constat qui se dégage ces dernières années, c'est que le sébaste semble avoir pas mal fini de croître. De toute manière, il n'y a pratiquement plus rien dans son garde-manger. On le voit, les pêcheurs prennent pratiquement plus de crevettes parce qu'il n'y a plus rien dans le garde-manger du sébaste non plus. Donc, le sébaste a atteint une certaine grosseur. Il n'est pas énorme. Par contre, il est commercialisable. Il y en a disponible en poissonnerie ici. J'en ai fait la dégustation et c'est un excellent poisson. Donc, il faut développer le marché maintenant. Parce que c'est anormal qu'on ne retrouve pas de sébasse dans nos assiettes, dans les restaurants québécois, dans les poissonneries québécoises, dans les épiceries québécoises, alors qu'on retrouve de l'espèce de tilapia ou des espèces de, entre guillemets, cochonneries comme ça, parce qu'à côté du sébaste, c'est vraiment de la boîte, là, du tilapia, là, mais, ou d'autres trucs du genre. Bref, on a ce type de poisson-là qui nous provient d'élevage d'Amérique du Sud ou des trucs du genre. Ça, c'est disponible, ça, on peut retrouver ça. Notre bon poisson québécois, le sébaste en particulier, n'est pas présent dans les épiceries, dans les restaurants, sauf ici autour de Gaspé et aux îles de la Madeleine où on en trouve un petit peu. À part de ça, ça n'existe pas dans nos tables. Bref, il faut développer ce marché-là pour rendre ce poisson-là commercialisable, pour qu'il puisse se débloquer des quotas de pêche au sébaste. Et ainsi, si on sort le sébaste du golfe, ben, pas le sortir au complet, mais si on enlève du sébaste du golfe dans la pêche, ça devrait donner un coup de pouce pour rétablir les stocks de crevettes. Encore là, je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas niaiseux à temps plein non plus. Donc, c'est de même que je pense qu'on doit faire une forme d'équilibrage à la nature, parce que là, la nature d'elle-même, évidemment, c'est déséquilibré, là. Ça saute aux yeux. Fait que pour la crevette, c'est un peu ça le constat. Maintenant, c'est quoi les répercussions? C'est que comme les pêcheurs n'arrivent pas à ramener du stock à bon port et faire leurs frais, parce qu'il y a une question de frais aussi, là, parce qu'ils en ramènent de la crevette, là, mais ils en ramènent très peu. Ça leur coûte plus cher de sortir au large que ce qu'ils vendent aux usines. Donc, encore une fois, ça prend pas un éminent comptable pour savoir que les chiffres balancent pas. Si ça balance pas, ben, les pêcheurs ne veulent pas aller à la pêche à perte. Évidemment, il n'y a personne qui voudrait perdre de l'argent. Donc, il n'y a presque plus de pêcheurs qui sortent. Il n'y a presque plus rien qui rentre dans les usines. Marinard est fermé parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement. Crevettes du Nord continue de transformer. Il y a quelques pêcheurs qui pêchent encore pour Crevettes du Nord, mais c'est pas la manne non plus, là. On est loin de des bonnes années. En fait, on est vraiment sur des fins de saison assez difficiles. Donc, c'est un peu ça le constat. Euh, Problème fondamental par-dessus tout ça, c'est qu'on a plusieurs travailleurs d'usines qui ne se qualifient pas à l'assurance emploi. Ce qu'on fait avec eux autres, c'est ça la grande question. Il y a des programmes qui existent chez Emploi Québec pour qualifier les gens à l'assurance emploi dans ce type de situation-là. Le premier regard qu'on a fait, c'est que le programme n'est pas nécessairement adapté à notre réalité. Donc, ce qu'on travaille présentement en coulisses, puis je sais que notre député travaille également avec la ministre d'Emploi Québec, là, la ministre Champagne-Jourdain, tout le monde travaille à essayer de bonifier le programme qui est le programme régulier, si on veut, pour le rendre mieux adapté à notre réalité, ce qui permettrait de qualifier les travailleurs à l'assurance emploi. Cette situation-là existe aussi pour ceux qui transforment le turbo. Mais le turbo, lui, là, c'est un mystère. Où est-ce qu'il est rendu le turbo? La crevette, on le voyait le sébasse grossir, la crevette diminuer. Le turbo, il semble être disparu ou presque disparu. Les pêcheurs en ont ramené un petit peu, mais à peine. Dans le cas d'une usine comme les pêcheries gaspésiennes à Rivière-Nord, 60% de leur transformation annuelle, c'est du turbo. Puis ils n'en ont pas de turbo.
Fait que là aussi, il y a des travailleurs qui peinent à se qualifier à l'assurance emploi. Et le grattage de tête qu'on fait pour les travailleurs de Marinard puis pour les aides pêcheurs en particulier dans le secteur de la crevette, on fait le même constat pour nos travailleurs, entre autres chez Pêcherie Gaspésienne. Et je ne sais pas au niveau de Crevettes du Nord, je n'ai pas le détail. Présentement, il y a encore d'ouvrages à l'usine. Est-ce que tous les travailleurs vont se qualifier à l'assurance emploi? Peut-être. Je leur souhaite pour qu'au moins ils puissent traverser l'hiver avec quelque chose dans le frigidaire. Mais pour Marinard et Pêcherie Gaspésienne, là, présentement, ce sont nos gros casse-têtes, puis les gens qui travaillent dans la capture également. Donc là, on est vraiment dans une période de transition et cette transition, toi, tu penses qu'elle est possible en un an comme ça pour l'année prochaine se revirer de bord et d'équiper les bateaux, admettons, pour se pêcher la sébaste, par exemple? Les crevettiers sont facilement transformables. C'est certain que si Pêche et Océan Canada décidait d'octroyer des quotas de sébaste en suivant les parts historiques, c'est de suivre que les fameuses parts historiques, il n'y a pas grand monde dans notre coin de pays qui vont pouvoir aller pêcher les sébastes. Par contre, c'est les crevettiers qui sont les bateaux les mieux adaptés pour aller pêcher le sébaste. À preuve, c'est que quand ils vont ouvrir les filets pour aller chercher de la crevette, ils ramènent le sébaste. Ils ramènent beaucoup de sébaste dans les filets. C'est parce que les bateaux sont déjà équipés en conséquence. Ce qu'il faut changer, c'est les chaluts. Dans le fond, il y a les filets qui sont tirés par les bateaux. Quelques autres petits changements, je dirais à peu près cosmétiques sur les bateaux, là. Mais il n'y a pas grand changement à faire pour transformer un crevettier en, euh, en bateau de pêche au sébaste. Je sais pas si on appelle ça un sébastier, mais en tout cas, bref. Donc, c'est les bateaux les plus facilement transformables et ce sont les victimes de la surabondance du sébaste. Donc, je pense qu'on devrait prioriser les crevettiers pour aller capturer le sébaste si on veut le sortir de l'eau rapidement. Mais avant d'aller sortir du sébaste, il faut créer un engouement sur les marchés. Fait que c'est ce qu'on doit faire, développer le marché. Sinon, on va aller pêcher du poisson qui va servir à rien. Fait que aussi bien, il faut développer le marché en parallèle. Ça, c'est la piste de solution la plus probante pour l'année prochaine. Est-ce qu'on doit fermer la pêche à la crevette? Bonne question, j'ai pas la réponse. Il reste du stock. Je pense qu'on devrait continuer, je l'espère, d'empêcher au moins pour qu'il y ait un peu d'industrie autour de ça, qu'on ne perde pas notre expertise. Mais faut pas non plus sacrifier l'espèce. Bref, là, quand je dis, je le dis depuis le début de l'entrevue, je ne suis pas scientifique. C'est là où il faut mesurer les pour et les contre. Puis ça appartient à Pêche et Océan de le faire. Je sais que le ministre de Pêche et Océan, on est chanceux à quelque part. C'est plus une ministre du centre-ville de Vancouver là, qui dirige Pêche et Océan Canada. C'est une ministre qui vient de la Gaspésie, qui connaît les enjeux, qui est en contact avec les regroupements de pêcheurs et avec les transformateurs. Je pense que Mme Leboutillier va devoir prendre les bonnes décisions. Je portais toujours à faire confiance jusqu'à preuve du contraire, mais il y a des décisions à prendre quant à l'ouverture de la pêche au sébaste, puis à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la pêche à la crevette. Est-ce qu'on en maintient un minimum? Est-ce qu'elle va vouloir tout fermer? Il faut que je suive l'avis de ces scientifiques Mm. là-dessus. Mais Et bon. comment on peut supporter ceux qui subissent justement ces fermetures-là et ces arrêts de travail? Ben, en fait, du côté des usines de transformation, je ne sais pas quelle forme d'aide serait nécessaire pour les usines. Dans le cas des propriétaires locaux, ça me préoccupe davantage que lorsque ça appartient à des multinationales qui ont peut-être les poches plus profonds. Ceci étant, du côté des petites entreprises de pêche, dans la capture, on a des entreprises dans la capture qui ont quand même des moyens, que les bateaux étaient payés, que les permis étaient payés. C'est peut-être un moindre mal dans ces cas-là si on peut supporter la lourdeur financière de payer un bateau puis de payer un permis. Mais la plupart, la grande majorité, ce sont des pêcheurs propriétaires. Ce sont des petites entreprises, mais qui supportent des charges de plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'on peut mettre un moratoire sur le paiement de leurs prêts? Est-ce qu'on peut leur offrir certaines garanties de prêts aux institutions financières? Quand je dis on, je parle beaucoup de l'État québécois et de l'État fédéral dans ce cas-là. Ça viendra un peu sécuriser les pêcheurs pour pas qu'ils perdent leur bateau, pas qu'ils perdent leur permis. Puis dans certains cas, ils ont mis leur maison en garantie. On aimerait au moins sécuriser ce bout-là. Là. Fait que bref, au moins sécuriser les entreprises dans la capture. On veut pas qu'ils perdent le bateau, on veut pas qu'ils perdent leur permis, puis on veut surtout pas qu'ils perdent leur maison. Bref, sécurisons les emprunts au moins de ces entreprises-là. Ce serait au moins une base pour commencer à jaser. Là. Fait que bref, c'est ça qui urge cette année. C'est s'assurer que notre monde ne perde pas le maison, s'assurer que notre monde ait de quoi dans le frigidaire pour l'hiver. Ça, c'est la base. J'entends des fois des voix un peu discordantes qui vont venir nous dire
Écoutez, les pêcheurs, on n'a pas à prendre en pitié les pêcheurs, etc. Je comprends que c'est des entreprises qui valent plusieurs millions de dollars. Je comprends qu'il y a des gens qui ont pu gagner des millions de dollars dans leur vie aussi avec ces permis-là, mais en supportant le risque rattaché à des permis, en supportant le risque rattaché à des prêts pour avoir des bateaux. Des gens qui vont dire, ben, ils font pas pitié. Ben, entre la pitié et voir une flotte d'expertise, une flotte de bateaux, en fait, une quantité de permis nous glisser entre les doigts et voir notre monde faire faillite, là. Je pense qu'il y a une petite marge entre ils font pas pitié puis ils vont faire faillite. Ben, je sais qu'il y a des entreprises qui sont vraiment sur la sellette présentement. Peut-on les sécuriser pour garder notre expertise et éviter que notre monde se retrouve à la rue? Pour moi, c'est ça la priorité des priorités. L'autre élément, au niveau des. Puis en fait, tout le monde met tous les œufs dans le même panier, là. Tout le monde dit, ben oui, mais ils ont fait des millions, etc. Ben oui, mais les travailleurs d'usine, j'en connais pas un qui a fait des millions en travaillant dans une usine. En travaillant de manière saisonnière à transformer de la crevette et du poisson, là. Il n'y a personne dans les travailleurs d'usine qui a fait des millions non plus, là. C'est du monde qu'on a toujours arraché pour au moins faire leur terme d'assurance chômage, là, puis être capable de traverser l'hiver. Fait que bref, puis ça, c'est la grande quantité de monde. Je pense qu'il faut le faire attention également. Il y a encore du monde qui vont dire, ouais, mais on est en pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est pas tous les travailleurs dans nos usines de transformation du poisson et de la crevette qui sont capables de se requalifier demain matin, puis d'aller travailler dans une usine de pales d'éoliennes ou d'aller travailler dans un restaurant ou dans un hôtel ou quoi que ce soit, là. C'est pas tout ce monde-là qui est qualifiable vers d'autres jobs, là. Il y en a plusieurs là-dedans qui ont 60, 62, 64 ans, là. Est-ce que demain matin, on les retourne sur les bancs d'école pour aller réapprendre une autre job alors que ça fait 45 ans qu'ils font la même affaire? C'est pas si facile que ça, là. Quand tu es théoricien assis sur un banc d'école, peut-être que tu penses que tu vas prendre un travailleur d'une usine X, puis tu vas l'envoyer dans une usine Y ou dans une autre job. Mais c'est pas si simple que ça de requalifier tout ce monde-là. Il y en a qui se requalifient, il y en a qui ont l'énergie, il y en a qui ont la capacité d'aller travailler ailleurs. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que ceux-là dont c'est pas le cas, faisons attention à ce monde-là. Ils sont pas nécessairement requalifiables. C'est pas des robots là, qu'on prend d'une usine A pour qu'on reprogramme dans l'usine B, là. C'est des humains qui ont souvent travaillé 40, 45 ans en même place. C'est ça qu'ils savent faire de leurs mains. C'est ça leur carrière. Les délocaliser, c'est pas si simple que ça. Puis en parallèle, si on perd cette expertise-là, qu'est-ce qu'on va faire dans nos usines de transformation de poissons et de fruits de mer l'année prochaine si on n'a plus ces experts-là parce qu'ils se sont rendus qu'ils travaillent complètement ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait avec ces usines-là? On les ferme? On envoie notre produit se faire transformer où? À Terre-Neuve? En Europe? En Russie? Qu'est-ce qu'on fait avec nos produits qu'on va vouloir pêcher? Faut garder cette expertise-là aussi. Bref, avis aux gens qui nagent dans la théorie là-dessus. Attention, là, sur le plancher des vaches, il y a une petite différence entre la réalité concrète puis la théorie rattachée à on prend un travailleur pour l'envoyer ailleurs. Bref, je tenais à faire cette mise au point-là en même temps. Puis, en fait, une entrevue de fond me permet de le faire, mais des codes de 15 secondes à la radio ne me permettent jamais de faire ces subtilités-là. Donc, merci. Alors, c'est ça qu'on aime. Ouais. Merci d'y aller en profondeur dans le détail. Puis peut-être juste pour terminer sur ce sujet-là, toi j'ai vu que tu avais discuté avec le ministre André Lamontagne, puis aussi Diane Leboutillier, qui sont quand même les ministres concernés par cette affaire-là. Est-ce que eux, ils se sont donné comme un échéancier? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un suivi assez rapide sur ce dossier-là au niveau du gouvernement? On s'est tous entendu que la priorité des priorités, c'est qu'il n'y a personne qui meurt de faim demain matin, là. Donc, que tout le monde ait au moins un strict minimum comme revenu. Donc, présentement, la priorité absolue avec notre député Stéphane Sainte-Croix, avec la ministre Champagne-Jourdain, avec le ministre André Lamontagne, tout le monde focus sur les programmes d'emploi Québec. C'est là où il faut faire de l'ajustement. C'est là où nos équipes de la Ville et de la MRC travaillent également avec Emploi Québec pour au moins sécuriser ce petit bout-là qui est l'urgence, je dirais la grande des urgences. L'autre élément qui est travaillé avec le MAPAC, c'est de sécuriser aussi les entreprises de la capture. Par la garantie de prêt ou ces trucs-là, ça se travaille du côté du MAPAC également. Pour tout le reste, tout le monde se met au diapason, mais tout le monde se met en mode qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses? Est-ce qu'on tombe dans un fonds de diversification économique le temps qu'on traverse la tempête? On le sait qu'il n'y aura pas de rétablissement des stocks de crevettes, puis probablement pas de turbo non plus l'année prochaine. Le turbo est plus mystérieux, là, mais la crevette, on le sait qu'il n'y aura pas de rétablissement des stocks l'année prochaine, puis qu'on ne retombera pas en mode production à tout vent. On le sait qu'on a pour des années en période creuse de ce côté-là. Est-ce qu'on travaille avec des fonds de diversification économique? Ce serait peut-être une bonne façon de travailler ça. Ça, j'en ai parlé avec le ministre Skeet, qui est le ministre délégué à l'économie à Québec. Bref, on se met en mode recherche de solutions sur le plus long terme.
Mais avant de travailler sur le plus long terme, il faut d'abord sécuriser notre monde. C'est ce qu'André Lamontagne, comme ministre de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, est d'accord avec ça. Le ministre Skeet est d'accord avec ça. La ministre Champagne-Jourdain est d'accord avec ça. Notre ministre régional, Maïté Blanchette-Vézina, est d'accord avec ça. Notre député travaille à fond avec son équipe également. Donc, tout le monde est autour du diapason dans ce sens. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.